Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, cette rencontre d'échange de la 6e circonscription électorale adossée au projet de loi portant révision de la Constitution. À l'origine de l'initiative, l'honorable Prudencio, au fin de recueillir les avis de ses militants. Une conférence dite d'entente nationale s'est achevée ce dimanche au Mali. Elle est destinée à favoriser la réconciliation nationale dans le pays. Aleksandar Vučić remporte la présidentielle en Serbie. Il est ainsi élu président du pays au premier tour de ce scrutin face à 10 autres candidats. L'honorable Claudine Prudencio donne la parole au peuple sur le projet de loi portant révision de la Constitution. L'élu de la 6e circonscription électorale et président de la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale a donc tenu ce dimanche avec ses militants et mandants une rencontre d'échange, rencontre au cours de laquelle certains ont fustigé ou approuvé des dispositions du texte et d'autres demandé des éclaircissements. Tous sont unanimes sur la nécessité d'amender le projet avant qu'il ne soit voté. Dans le même rôle que l'honorable Prudencio, 24 heures plus tôt, le ministre de la Justice, mais en présence des journalistes, comme en de pareilles circonstances, Maître Djogbenou a justifié certaines dispositions du projet de loi portant révision de la Constitution, telles l'alignement des mandats présidentiels, législatifs et communaux sur une période de 6 ans. Et comme vous pouvez vous en douter, cela a suscité les réactions des journalistes. Cette rencontre d'échange initiée par le gouvernement au profit des acteurs des médias vise l'appropriation du projet de loi portant modification de la Constitution par les journalistes. Plusieurs ministres du gouvernement étaient présents à la dite rencontre de ce samedi. Pour le garde des Sceaux, le moment est venu pour expliquer à ceux qui informent le peuple le contenu du projet de loi de révision de la Constitution. Dans sa présentation, Joseph Djogbenou a donné des précisions liminaires sur le document avant d'insister sur les dispositions formelles. Après avoir rappelé la procédure à suivre pour aboutir à la validation ou non d'un projet de loi de révision de la Constitution, le ministre de la Justice a apporté des explications sur certaines dispositions essentielles, comme l'alignement de la durée des mandats des élus à 6 ans. Et concernant la modification de la suppression du renouvellement du mandat du président de la République, Joseph Djogbenou clarifie. Quel est le moindre mal? Le moindre mal, est-ce en considérant que moyennement les présidents ne sont pas trop bons, il faut renouveler leur mandat? Ou avec cette considération, il faut soulager le pays d'un président qui, par hypothèse, n'est pas trop bon. Il n'a pas ignoré les vertus du renouvellement des mandats. Il considère qu'il faut être davantage prévisible. On peut regretter un président très bon et lancer le défi que ses successeurs seront meilleurs à lui. Mais un président qui n'est pas bon, qui est même moyennement mauvais, il faut éviter que l'État souffre de sa présence qu'une virgule de seconde de plus. C'est le choix qu'elle fait. Le garde des Sceaux a profité pour donner les raisons qui justifient l'organisation décalée de l'élection présidentielle et des autres élections. Il n'a pas occulté les dispositions relatives au financement public des partis politiques en référence à l'article 5 nouveau, ni la responsabilité des gouvernants qui suscitent, selon l'orateur, de vives contestations. Après avoir conclu son exposé, Joseph Djogbenou a accordé la parole aux acteurs des médias. Si dans leur prise de parole, certains ont félicité le gouvernement, d'autres ont effectué des apports tout en étant d'accord pour la perfectibilité du document, tandis que d'autres ont été plus ou moins acerbes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, monsieur le ministre, que ce projet apporte un impact véritablement social? Alors, ce qui engage les ressources de l'État, il prend sur lui la responsabilité de décider et après de faire le point aux députés. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'il est encore plus fort, qu'il est moins fort ou qu'il est faible? Le garde des Sceaux en réponse aux interventions des acteurs des médias. Nous sommes ici sur la loi portant révision de la Constitution. Chaque chose en son temps. Il n'est pas exclu que nous allions au référendum. Mais pour le moment, ce sont les 4/5 que nous poursuivons. Dans le cadre du dialogue, je veux dire encore une fois, s'il y a des amendements qui sont possibles,
ces amendements sont possibles et nécessaires dans le cadre du dialogue institutionnel à l'Assemblée nationale. Que chacun se rappelle au moins que si l'amendement, les 4/5 ne sont pas obtenus à l'Assemblée nationale et que le projet doit être soumis au référendum, c'est le projet du président de la République qui est soumis, élagué de tous les amendements. En attendant que les élus du peuple ne montrent la voie à suivre, les échanges sur le projet de loi de révision de la Constitution continuent loin des micros et caméras. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les dernières initiatives relatives au projet de loi portant révision de la Constitution. C'était l'actualité de la semaine dernière, la démission de Candide Azanahi de son poste de ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense. Une semaine après, on s'intéresse plutôt à l'avenir de l'homme politique. Depuis les années 90, il s'est beaucoup illustré dans le landerneau politique béninois au point d'occuper les fonctions de député et de ministre. Que va-t-il devenir? Quel avenir pour Candide Azanahi? Réponse dans ce sujet de Fréjus Serran, Fréjus Fiossi et Romaric Debouche. Politique depuis les années 1990, Candide Azanahi est l'un des rares politiciens à s'être exclusivement consacré à la politique comme il aime le rappeler. Membre de la Renaissance du Bénin puis fondateur du parti Restaurer l'Espoir, l'homme a toujours été présent dans le landerneau politique béninois. Député de la 2e, 3e, 4e et 6e législature, ministre de l'ancien président Boni Yahi et dernièrement ministre délégué chargé de la Défense nationale du premier gouvernement de Patrice Talon, d'où il vient de démissionner dans un environnement de contestation des réformes politiques en cours, notamment la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Moins d'un an qu'il cédait sa place d'élu du peuple à son suppléant pour regagner l'équipe gouvernementale de son ami et président Talon, dont il est l'un des premiers et principaux soutiens, mais qu'il n'hésite pas à quitter. Plus député, plus ministre, l'avenir politique de cet homme qui a incarné à une époque la figure de résistance contre le régime de refondation du président Boni Yahi semble être bien solitaire. Nathaniel Kitty, politologue. Que cette démission vient encore corroborer le projet de révision du chef de l'État qui prévoit la suppression de la suppléance permanente, faire en sorte que désormais le ministre qui était député une fois démissionné puisse avoir la possibilité de retourner à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc il va vivre une période de chômage politique parce que les prochaines élections législatives sont prévues pour 2019. Mais pour Marcel Zoumenou, journaliste politique, Candide Azanahi est loin d'un chômage politique, mais plutôt proche d'une nouvelle expérience politique. Moi, je ne le vois pas comme un chômeur politique. C'est un homme qui est imaginatif. Et même s'il n'a pas de chantier, il va s'occuper de son parti, Restaurer l'Espoir. Et il a beaucoup plus de temps pour préparer les législatives de 2019. Il a environ 2 ans, c'est beaucoup pour lui, c'est important. Vous savez que quand on quitte un poste de responsabilité comme celui du ministre de la Défense, je crois après 6 mois, il n'est plus contraire aux obligations de réserve. Et on pourra le voir beaucoup plus dans les arènes, dans les meetings politiques. Il ne faut pas, avec les réalités politiques actuelles et le parcours politique de l'homme, exclure que en dehors du poste, du mandat de député auquel il peut prétendre en 2021, qu'il peut avoir des ambitions présidentielles. Rien n'est exclu, d'autant plus qu'on apprend que depuis un certain moment, il est beaucoup plus sur le terrain, du côté du zoo, pour faire certaines choses. Et pour Nathaniel Kitty, les hostilités pourraient démarrer dans les prochains jours. L'homme politique est un calculateur. Et sa survie dépend de l'écho qu'il reçoit de ses activités au niveau de son électorat et de sa popularité. Je pense que il va grossir le rang des contestataires du projet de révision de la Constitution pour se faire une bonne santé politique. Sauf si entre-temps, le chef de l'État réussissait à le convaincre de retourner au gouvernement. Ce que je ne pense pas trop parce que la démission est connue de tous les Béninois.
Une certitude pour le moment, l'avenir politique de ce philosophe pragmatique et parfois radical, loin du régime de la rupture, pourrait bien être le talon d'Achille de ce dernier. Dans l'actualité également, la question de l'organisation de l'examen national au profit des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur privé du Bénin. Nous vous avions parlé de ce projet. Vous étiez nombreux à vous interroger sur sa faisabilité. On en sait un peu plus grâce au ministre Marie-Odile Atanasso. Je vous propose de l'écouter. Et sur les 146 établissements autorisés, 52 avaient la co-signature. Et par rapport à cette co-signature, c'est seulement les apprenants des établissements qui ont la co-signature avec l'État qui pouvaient concourir lorsque l'État ouvrait des postes pour la fonction publique. Nous avons décidé de faire composer les étudiants, les apprenants des établissements d'enseignement privé supérieur à la fin de leur formation en licence et en master. En licence et en master, compte tenu de l'environnement éducatif qui a l'enseignement supérieur actuellement, notamment dans le secteur privé. Et en s'asseyant pour composer, on donne la chance à tous les enfants d'être jugés de la même manière et on leur donne la même opportunité, c'est-à-dire lorsque vous avez les capacités, vous devez être recruté au même titre que celui qui a fait dans l'établissement à la co-signature. En étant obligés de faire un examen, ils sont obligés de se mettre aussi à niveau. Parce que jusque-là, les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent les diplômes licence et master, ce qui ne devrait pas être le cas. Lorsque nous prenons le décret 2008, ne peuvent délivrer les diplômes équivalents au diplôme de l'État, c'est-à-dire licence master, que les établissements homologués. Et cette réforme est une réforme transitoire qui va durer 3 ans. 3 ans pour permettre aux établissements de se mettre aux normes et de respecter les tests en vigueur. Nous allons commencer le premier examen cette année, 2017. Le deuxième aura lieu 2018, c'est-à-dire année scolaire 2017-2018. Et le dernier 2018-2019, donc en 2019. À la fin de cette période transitoire, les établissements qui ne rentreraient pas dans le processus d'homologation seront purement et simplement fermés. Actualité en dehors du Bénin, les Maliens sont un peu plus avancés sur leur processus de réconciliation nationale. C'est l'impact de la conférence d'entente nationale qui s'est déroulée dans le pays ces derniers jours. Mais la question du statut de l'Azawad demeure un point d'achoppement. Antoinette Sawa. La première phase de la conférence d'entente nationale malienne s'est achevée dimanche à Bamako sans que la question du statut de l'Azawad, appellation donnée au nord par d'Est rebelles, ne fasse l'objet d'un consensus, nous rapporte l'agence France Presse. Mais pour l'heure, les participants à cette conférence ne veulent que retenir la tenue de cette conférence qui marque une avancée vers la cohésion nationale. Nous pensons que nous avons trouvé gain de cause parce que pour nous, l'essentiel, c'est de réunir tout le monde. C'est de réunir tous les fils du pays. C'est de donner le temps aux gens de s'exprimer. C'est de donner le temps, même la problématique de l'Azawad, de le discuter à la maison avant de venir. C'est ça l'essentiel pour nous. Pour nous, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de rébellion encore. Et pour qu'il n'y ait plus de rébellion, il faut toucher de doigt les problèmes. Il ne faut pas faire le semblant. Qu'on se retrouve en tant que Maliens pour rebâtir ce que nous-mêmes nous avons détruit. Parce que ce qui est sûr et certain, chacun est responsable de parti. D'autres par leur négligence, d'autres par leur complicité, d'autres par leur paresse. Donc que Dieu merci, que tous les Maliens se lèvent et se donnent la main en vue de reconstruire ce qu'eux-mêmes ils ont cassé. Je trouve qu'on a fait un grand pas vers la paix. Le bilan est très positif. À partir du moment où on a même pu organiser cette conférence avec tout le monde, parce qu'au départ, ce n'était pas évident que toutes les parties participent. Mais finalement, la SEMA nous a rejoint le mardi et hier, l'opposition nous a rejoint. Par ailleurs,
Dans les résolutions de la conférence, il a été demandé d'engager des négociations avec le prédicateur radical Amadou Koufa et le chef islamiste Touareg Iyad Ag Galé dans le cadre de la recherche des solutions pour le retour de la paix dans le nord du Mali. Un comité d'experts doit se constituer pour discuter de la question de l'Azawad, a déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans son discours de clôture de la rencontre, reconnaissant que les débats de la conférence d'entente nationale n'ont pas permis de dégager un consensus. Le même comité d'experts sera chargé d'élaborer une charte de l'unité et de la réconciliation nationale, a poursuivi le président. Au cours des débats de la conférence, des intervenants membres ou proches de la coordination des mouvements de l'Azawad ont réclamé que l'Azawad soit considérée comme une entité politique et juridique englobant les régions du nord du Mali. En revanche, d'autres intervenants ont demandé que le terme Azawad soit plutôt considéré comme une entité géographique et culturelle. L'Azawad est vraiment, on peut l'utiliser géographiquement, mais que ça ne peut pas être utilisé politiquement ou bien ça ne peut pas comporter une connotation régionale ou séparatiste. De plus, durant cette conférence qui a duré une semaine, d'autres intervenants ont pris la parole pour dénoncer la corruption, le manque de vision de l'État, le manque de courage politique comme figurant parmi les causes profondes de la crise malienne. L'opposition malienne, qui avait effectué une apparition symbolique samedi à la conférence d'entente, assistait à la cérémonie de clôture. Tout comme les rébellions, l'opposition malienne avait boycotté le début de la rencontre, arguant qu'on ne pouvait pas en une semaine débattre de tous les problèmes du pays et trouver les solutions. Les deux parties ont obtenu gain de cause, mais le président malien, dans son allocution de clôture, n'a pas donné de date précise pour la suite des discussions. Aleksandar Vučić est le prochain président de la Serbie. Il a remporté la présidentielle de son pays ce dimanche. Vučić a obtenu ce succès au premier tour de ce scrutin et face à 10 autres candidats. Le Premier ministre de la Serbie, Aleksandar Vučić, a remporté dès le premier tour de la présidentielle dimanche face à 10 opposants qui l'ont accusé en vain de dérive autoritaire pendant la campagne. Ces craintes n'ont guère convaincu les électeurs. L'homme fort du pays, 47 ans, a remporté quelques 55% des suffrages, loin devant son dauphin de centre-gauche, Saša Janković, crédité de 16% environ, et l'amuseur public Luka Maksimović avec 9,3% selon les estimations de l'Institut Ipsos. L'emprise sur le pays d'Aleksandar Vučić, ancien ultranationaliste converti au centre droit et au rapprochement avec l'Union européenne, Premier ministre depuis 2014, ne semble pas devoir se relâcher. Za nas je ovo važan dan I važno je da se pokazalo u kom smeru C'est un jour important pour nous. Cela montre dans quelle direction la Serbie veut aller. Il a été important que cette victoire soit limpide comme une larme afin de ne permettre à personne de faire une quelconque interprétation de l'écart qui a été créé. J'ai obtenu 12% de plus de voix, soit environ 430 000 voix de plus que tous les autres candidats ensemble. Aujourd'hui honorifique, le poste de président va retrouver dans les 5 prochaines années avec Aleksandar Vučić l'importance qu'il avait sous le libéral Boris Tadić 2004-2012. Le futur Premier ministre est promis à devenir son obligé et son collaborateur. Dimanche, avant sa victoire, Aleksandar Vučić a jugé ridicule les accusations d'autoritarisme portées par une opposition faible et divisée. Dans la soirée, le patron du parti progressiste s'est félicité de l'immense confiance témoignée par les électeurs qui ont montré dans quelle direction veut aller la Serbie. La poursuite des réformes, le chemin européen, tout en protégeant nos liens avec la Russie et la Chine. Aleksandar Vučić négocie l'adhésion de son pays à l'Union européenne tout en s'employant à ménager Moscou. Il a d'ailleurs remercié la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine de l'avoir reçu durant la campagne.
Ancien médiateur de la République, ce qui lui a valu de devenir une figure respectée de la classe moyenne urbaine libérale, Sassa Jankovic, nouveau venu en politique, fait un score qui semble de nature à lui offrir le leadership de l'opposition. Avant le scrutin, il avait mis en garde contre des fraudes, mais aucune irrégularité flagrante n'avait été relevée dimanche soir par les observateurs. Présidentielle encore, Moreno est sur le point de triompher de ses adversaires au second tour de la présidentielle en Équateur. Il est en tête des résultats partiels du scrutin déjà publié. Horacia Diodi. Lenny Moreno, candidat du parti au pouvoir en Équateur, était légèrement en tête de l'élection présidentielle pour désigner le successeur de Rafael Correa et choisi entre socialisme et virage à droite, scrutin crucial pour une gauche latino-américaine affaiblie. L'ancien vice-président Moreno était crédité de 51,07% des voix à l'issue de ce second tour selon les résultats partiels diffusés par le Conseil national électoral CNE et portant sur 94,20% des bulletins dépouillés. Merci de me donner l'opportunité de vous servir. Merci de me donner l'opportunité de vous aimer chaque fois plus. Je vous aime beaucoup, Équatoriens, beaucoup. Nous voulons un gouvernement qui commence par un appel au dialogue fraternel, un appel à la paix et à l'harmonie. Mais son adversaire, l'ex-banquier Guillermo Lasso, crédité de 88,93% des suffrages d'après le CNE, a dénoncé une fraude présumée et s'est dit prêt à contester le résultat. Cette élection était décisive. Le candidat socialiste paraplégique depuis une agression à mai en 1998 ayant appelé à voter pour continuer un processus qui marque le chemin vers l'avenir. Quant à son adversaire, il jugeait cette élection cruciale pour choisir entre la voie du Venezuela et celle de la démocratie et de la liberté. La crise en Guyane n'est pas terminée. Un collectif de mouvements protestataires de ce territoire français a appelé à nouveau à une journée de grève et à une manifestation, comme nous l'expliquent certains membres de ce collectif. Naturellement, on va durcir le mouvement et dès mardi matin, nous donnons rendez-vous à Kourou à 9h à toute la population. Les barrages seront ouverts pour que tout le monde puisse se rendre à Kourou pour une grande mobilisation au rond-point Carapa à Kourou. Nous appelons l'ensemble des commerçants à fermer boutique. Nous allons bloquer fortement demain. Ce n'est pas contre la population, nous nous en excusons, mais c'est vraiment pour démontrer notre détermination. Alors, avec les chiffres croisés de l'État et les nôtres, aujourd'hui on demande 2,5 milliards d'euros qui sont plus ou moins fléchés déjà à l'heure actuelle. On sait où est-ce qu'ils vont aller. La différence qu'il y a entre le milliard 85 millions que nous prévoyait l'État dans son plan entre guillemets dit d'urgence, c'est que nous, on demande tout de suite. L'État nous faisait un plan d'urgence sur 5 à 10 ans. Donc si une urgence on l'a faite sur 10 ans, je suis inquiet aujourd'hui. Les Guyanais ne se sont pas écoutés. On a l'impression que nous ne sommes pas valorisés en tant que tels. Et à partir du moment où les gens pensent ça, que vous le vouliez ou non, la question existentielle de l'identité refait surface. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.